Donc je m'appelle Christian Graou, je suis directeur de recherche au CNRS et on va essayer de travailler à la fois sur le nazisme, mais en même temps j'aimerais vous dire des choses sur ce que c'est que faire de la recherche en histoire, parce que l'une des questions qu'on se pose toujours quand on ne fait pas d'histoire de manière professionnelle, c'est qu'est-ce qu'on peut bien encore apprendre sur la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, l'extermination des Juifs, etc., etc. Ça fait 70 ans qu'on travaille et les historiens du nazisme sont très nombreux. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui reste encore à apprendre? Et donc, un de mes objectifs dans cette conférence, ça va être à la fois de vous présenter un des aspects de ma recherche, mais aussi de vous montrer comment ça cherche un historien, comment concrètement les choses, elles se passent. On va commencer tout de suite, en fait. On va commencer tout de suite. Je vais vous raconter une petite histoire qui en fait, est l'histoire de l'enquête que je vais vous dérouler devant vous. Un jour, c'était pendant ma thèse, j'étais en train de travailler dans les archives à Berlin. Les archives dont je suis en train de vous parler, elles sont dans une petite banlieue, une banlieue sud-ouest de Berlin, un endroit un peu coquet. Ça ressemblerait, à quoi ça pourrait ressembler que vous connaissiez, ça ressemblerait un peu à Neuilly. Vous voyez, les banlieues un peu bourgeoises de Paris. Neuilly, Auteuil-Passy, vous connaissez tout ça quand même, je suis presque sûr que ça vous dit quelque chose. Et donc, dans cette banlieue, il y a une caserne qui a une longue histoire, qui a été d'abord une caserne de l'armée impériale prussienne, jusqu'en 1800, à partir de 1870 et avant du royaume de Prusse. Puis, pendant la guerre de 14, ça a été une des casernes où les jeunes recrues prussiennes venaient s'entraîner avant de partir au front. Puis, entre 1933 et 1945, ça a été une caserne d'abord de la SA. Vous connaissez cet organisme militant du parti nazi, qui est de recrutement très ouvrier, très prolétaire, et qui fait l'objet d'une élimination relativement ciblée en 1934. Et après, c'est une caserne de la SS. Puis, après la fin de la guerre, c'est devenu non plus une caserne, ou plutôt si, ça a été une caserne, mais une caserne de l'armée américaine d'occupation à Berlin. Et après 1989, quand le mur est tombé et que les Allemands se sont aperçus qu'ils allaient devoir réunir les archives des deux Allemagnes, la République fédérale allemande et la RDA, les Allemands ont décidé que cette caserne allait devenir les nouvelles archives fédérales, en tout cas pour les archives qui concernaient le Reich et la RDA. Et donc c'est un endroit assez joli, avec des bâtiments un peu bizarres. Vous avez des bâtiments qui sont des bâtiments 19e siècle, des préfabriqués moches comme les Américains savent les construire dans leur base aérienne, et une petite église assez charmante dans laquelle vous avez tout ce que l'État pouvait publier en Allemagne entre 1871 et 1945. Et donc j'étais en train de travailler dans ces archives-là, et vous savez, le travail en archives, c'est un travail qui est très monotone. Le matin, on arrive avec son petit ordinateur, et puis on va voir l'archiviste, qui est l'ennemi numéro 1 de l'historien, l'archiviste pensant que l'historien est l'ennemi numéro 1 de l'archiviste. C'est une haine bien partagée, et donc, on va voir l'archiviste. Après quelques coups d'œil un peu hargneux, on demande nos cartons, et l'archiviste fait tout ce qu'il peut pour ne pas nous les donner. C'est pas une question de mystère, de secret, etc. C'est ses cartons et qu'il ne veut pas les donner. Et donc, le jeu de l'historien, c'est d'être super précis, de faire des demandes qui soient irréprochables, de bien signer son bordereau pour que l'archiviste ne puisse pas dire « Écoutez, vous m'avez rempli ça comme un cochon, je ne peux pas vous donner votre carton. » Le tout en allemand, bien sûr. Et donc, voilà, ça faisait 3 mois que sans interruption je travaillais dans ces archives. Je ne sais plus exactement sur quel projet, mais j'avais décidé que j'allais regarder depuis quelque temps des cartons de statistiques de population. C'est-à-dire des espèces de recensements que les nazis mettaient en place dans les territoires occupés et qui étaient censés servir à piloter les politiques d'occupation et de population que les nazis allaient mettre en place. On va en reparler de ces politiques, c'est pour ça que je ne les définis pas plus tout de suite. Mais ce matin-là, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas bien passé, je devais demander un carton qui s'appelait le numéro R49/157A. Et puis voilà, j'ai fait la bêtise. J'ai oublié le A. Et là, l'archiviste, il n'a pas pu me dire « Écoutez, mon vieux, vous avez mal rempli votre carton, vous êtes un pauvre type, vous avez manqué le A », parce que la cote R49/157 existait. Donc, j'ai pas eu le carton numéro 157A, mais j'ai eu le carton 157. Et au lieu d'avoir un de ces dossiers absolument ennuyeux, dans lequel j'avais l'équivalent
de tableurs Excel, d'effectifs de population, je me suis retrouvé avec une archive magnifique, beaucoup plus épaisse, que j'ai ouverte comme ça, et à la place de ces tableurs Excel, j'avais un catalogue de papier glacé sur lequel il était marqué Planung und Aufbau im Osten, c'est-à-dire planifier et construire à l'Est. Je regarde le truc, je suis très séduit par la forme que ça a, je vois très bien que c'est une archive un peu bizarre, que les gens qui ont écrit ce truc et qui l'ont publié, parce que c'est une sorte de catalogue, les gens qui l'ont publié sont l'équivalent de la police politique, c'est la Gestapo, c'est le SD, des organismes dont on va reparler tout à l'heure. Hein, c'est très bizarre de voir ces organes qui sont les organes de répression du Troisième Reich, hein, les organes qui organisent la chasse aux juifs, aux communistes, etc., se mettre à écrire des catalogues sur papier glacé avec des concours d'architectes, parce que c'était ce qu'il y avait dedans. Dedans, on avait un magnifique document qui, en empilant les échelles, montrait comment les nazis étaient en train d'imaginer le futur de l'espace est-européen dans les années d'occupation. Et donc j'ai été très intéressé par ce document parce que c'était la première fois que le nazisme se présentait comme non pas une utopie, ce qu'il avait déjà dit qu'il était. C'est-à-dire que les nazis se sont toujours présentés comme ayant un projet politique de transformation de la société, avec trois grands concepts. Le premier concept, c'est celui de Lebensraum, vous en avez déjà entendu parler. Lebensraum, ça veut dire espace vital, c'est quand on le traduit en français. Évidemment, c'est un concept qui vient des sciences de la vie et de la terre, il faudrait traduire ça plutôt par l'écosystème. Hein, et donc, le Lebensraum, c'est l'espace dont on a besoin, dont une espèce ou un groupe d'animaux, d'abord, et en l'occurrence une société humaine, a besoin pour pouvoir survivre. Et donc, les nazis ont toujours dit que le Lebensraum qui était alloué par l'histoire et la providence pour les Allemands est insuffisant et que donc il leur faut dilater ce Lebensraum, cet espace vital, et pour le dilater, ils ont décidé qu'ils allaient le faire en Europe de l'Est. Le deuxième concept, que vous connaissez peut-être pas, c'est le concept de Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft, c'est super difficile à traduire. Volk, c'est le peuple, et Gemeinschaft, c'est la communauté. Donc, il faudrait traduire ça par communauté populaire. Mais si tu fais ça, tu rates le fondement du nazisme qu'il est un déterminisme racial. C'est un racisme systématique. Et donc il faudrait plutôt traduire ça par ethno-communauté. C'est moche, c'est néologique, mais c'est plus exact. Et donc l'idée qu'il y a derrière ce deuxième concept, c'est que les nazis vont mettre en place des politiques eugéniques, raciales et sociales qui sont censées mettre en place une société qui est régénérée de façon raciale, qui est eugénique. Hein, tout le monde n'a pas le droit de se marier ensemble, on n'a pas le droit de se marier avec les juifs. Quand on a dans sa famille des gens qui ont des cancers, des déficiences mentales ou physiques, etc., on n'est censé pas avoir le droit de se marier. Bref, il y a quelque chose qui est de cet ordre, hein, qui est de l'ordre de l'eugénique, et quand on aura, d'après les nazis, quand ils auront atteint la pureté raciale, alors se mettra en place une société nouvelle, harmonieuse, qui aura éliminé la lutte des classes et le conflit social, et qui pourra mettre en place des institutions, disons de la bienveillance, hein, une sorte de proto-État-providence, mais un État-providence racial. Donc ça, c'est le deuxième concept, c'est Volksgemeinschaft. Et le troisième concept, c'est Tausendjähriges Reich, ça aussi vous avez entendu parler, il n'y a pas que dans OSS 117 qu'on le dit, hein, c'est le grand Reich millénaire. L'idée, c'est que cette révolution sociale et spatiale que les nazis voulaient mettre en place est tellement subversive et change tellement les choses en Europe que cet empire-là est censé durer 1000 ans. Les nazis ont toujours dit qu'ils faisaient ça. Les nazis ont toujours fait campagne, ou plutôt n'ont jamais caché qu'ils avaient ce but-là, et que ce but était un but qui était, on va dire, ethno-révolutionnaire. Bon, évidemment, c'est pas comme ça qu'ils ont conquis le pouvoir, c'est pas en disant qu'ils allaient faire cette nouvelle société, hein. Ils ont conquis le pouvoir en disant qu'ils allaient tout simplement lutter contre le chômage et redonner du travail à tout le monde, et c'est ça qui a marché. Hein. Mais derrière le déterminisme racial nazi, derrière l'idéologie nazie, il y a cette promesse qui s'appuie sur ces trois piliers, hein, ceux dont je viens de vous parler, et il y a eu un moment où les nazis se sont dit on va réaliser cette utopie, on va réaliser ce grand Reich de 1000 ans, on est en train de conquérir cet espace vital et cette société raciale harmonieuse, il est temps de commencer à la bâtir. Et
en 1941, en mars 1941, dans un bâtiment qui est l'école des beaux-arts de Berlin, qui est située sur Hardenbergstrasse, c'est-à-dire la rue principale qui passe par la gare de Zoe. Hein. Pour ceux qui ont été à Berlin, bah, c'est vraiment l'hypercentre de Berlin-Ouest, hein, et ça l'était déjà à l'époque. Et donc, dans ce bâtiment, au vu et au su de tout le monde, vous avez une exposition qui est organisée avec au préalable, pour la préparer, des concours d'architectes. On demande aux architectes, voilà, qu'est-ce que vous feriez comme bâtiment pour rénover le centre-ville de Poznań, de Łódź, et même de Varsovie, etc., etc. Comment est-ce que vous feriez pour créer les fermes du futur dans les campagnes de ces territoires que nous occupons, qu'est-ce que vous verriez comme intérieur des maisons. Et donc ce catalogue d'exposition, hein, parce que l'exposition a eu lieu, cette exposition-là elle a eu lieu, et le catalogue d'exposition partait donc, si vous voulez, de l'entièreté de l'espace occupé qui était destiné à être germanisé pour aller jusque dans les chambres d'enfants. Et donc on avait une espèce de représentation panoptique, quasi totale, de l'espace rêvé par les nazis en mars 1941. On était vraiment très très loin de mes tableaux Excel, et c'est ce document-là qui m'a donné l'envie de mener une enquête systématique sur cette question de la représentation de nazis de l'avenir. Et quand on est historien, on ne sait pas faire grand-chose. Mais ce qu'on sait faire, on sait bien le faire. Et là, la chose qu'on sait bien faire chez nous, c'est la chronologie. Un historien, c'est la matière. Sa matière, c'est les sociétés humaines, mais c'est les sociétés humaines insérées dans le temps. Et donc, pour mener cette enquête sur cette promesse et cette espérance nazie, j'avais que cet instrument-là, et il fallait que je fasse une chronologie. Et c'était plutôt simple, c'était assez simple de savoir quand est-ce que ça avait commencé, parce que, ben voilà, quand est-ce que les nazis conquièrent pour la première fois un espace qui n'est pas un espace du passé, hein, comme l'Autriche ou les Sudètes, eh bien c'est le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. Et donc je savais quand est-ce que ça commençait mon enquête, hein, quand est-ce que la promesse nazie pouvait entrer dans cette phase d'application, hein, d'advention, de faire advenir, mais je ne savais pas quand ça s'arrêtait. Donc on commence à se poser des questions bêtes, et donc les questions bêtes, c'est est-ce que vraiment les nazis ont cru à leur promesse jusqu'au bout? Est-ce que le 8 mai 1945, quand se signe la capitulation sans condition à Reims, c'est à ce moment-là qu'elle meurt, la promesse nazie, ou qu'elle disparaît? Évidemment non. Les nazis savent avant que tout ça va mal se passer. Est-ce que c'est le 22 juin 1944, au moment de la grande offensive de Bagration, au moment où les staliniens cassent l'armée allemande sur le front Est, hein, qui signe, si vous voulez, une année, il reste une année de guerre, mais qui signe la défaite définitive des nazis? Non. Comment est-ce que je pouvais savoir, comment est-ce que je pouvais faire pour savoir quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une chronologie très systématique de tous les événements, de toutes les dates, de tout ce qui pouvait avoir trait à ces questions de formulation idéologique, à ces questions de déplacement de population, à ces questions de germanisation, de construction, de main-d'œuvre, de politique de sécurité, tout cela lié à l'Est. Et donc j'ai commencé à faire une chronologie, je l'ai dit assez bêtement, un autre tableau Excel, qui m'a permis d'essayer d'évaluer quand est-ce que ça commence et puis quand est-ce que ça devient évanescent, qu'il y a de moins en moins de dates. Et évidemment, ma chronologie, elle va du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945. Bien sûr que la dernière date qui m'intéresse, c'est la fin de la guerre. Les dates qui m'intéressent avant, elles sont extrêmement intenses jusqu'à à peu près l'été 1943. C'est-à-dire qu'entre le 1er septembre 1939 et l'été 1943, les institutions qui vont être chargées d'appliquer l'utopie, de la rendre réelle, travaillent de façon très intense. 1399 jours. Après l'été 1943, je m'aperçois que ces institutions, elles produisent de moins en moins de papiers, de moins en moins de mémorandums, elles ont de moins en moins d'appui sur le réel, et il y a quelque chose qui fait que l'utopie nazie, elle continue à exister dans la tête des gens, mais ils n'essayent plus de la faire entrer dans la réalité. Et donc c'est pour ça que l'enquête à laquelle je vous convie, et qu'on va essayer de mettre en place tout de suite, est une enquête qui dure, qui s'étale sur ces 1399 jours, hein, et qui commence donc en 1939, le 1er septembre à peu près, et pour
mener cette enquête, et ben, je vous propose tout simplement de commencer par le commencement. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Commencer par le commencement, ça veut dire essayer de s'occuper de ce qui s'est passé à l'automne 1939 et de comprendre comment les temporalités, comment le rapport au temps à la fois des élites nazies, des décideurs, de ceux qui détiennent les pouvoirs et ceux des acteurs sur le terrain changent. Le 1er septembre 1939, la date est évidente pour tout le monde, hein, c'est la date de l'invasion de la Pologne par les nazis. Mais à partir de ce moment-là, donc, les nazis en 6 semaines vont conquérir l'ensemble du territoire de cette république née en 1918, et la conquête de ce territoire change complètement les tâches que le gouvernement du Troisième Reich, que Hitler notamment, avait assignées à l'État allemand. Et pour présenter la façon dont ça se met en place, on va travailler avec de grands infinitifs, hein, qui sont ce que Johann Chapoutot appelle la fréquente des impératifs catégoriques nazis. Et donc, le premier, c'est conquérir et contrôler. C'est tout simple, quand vous faites la guerre, vous la faites pour casser un État et très souvent pour conquérir des territoires. Et donc les nazis mettent en place un blitzkrieg, une guerre éclair, vous connaissez tous ça. Un blitzkrieg, c'est 3 vagues armées. Vous avez une première vague d'avions tactiques, de bombardiers en piqué, vous les connaissez tous, ces Stuka qui font du bruit avec leurs sirènes, et qui commencent par détruire les voies de communication, le ravitaillement, la défense aérienne pour obtenir la suprématie aérienne, etc., etc., qui désorganisent les défenses en paralysant les voies de communication. Vous avez une deuxième vague, qui est une vague d'unités blindées, hein, de chars et de canons automoteurs, hein, qui sont combinés à de l'infanterie d'assaut et qui sont censés opérer des percées dans les dispositifs de défense de l'ennemi, hein, de l'adversaire, et mettre en place de grands encerclements qui paralysent et qui réduisent l'armée à néant. Enfin, vous avez une troisième vague, qui est une vague d'infanterie motorisée, c'est-à-dire de gens qui se déplacent en camion mais qui combattent à pied et qui sont censés réduire les poches de résistance. À ces 3 vagues qui sont celles du Blitzkrieg, les nazis en rajoutent une 4e, qui est une vague de contrôle. Hein. Après la conquête, vient le temps du contrôle, et ce temps vient très très vite. Ce temps vient il est quasiment simultané du Blitzkrieg. Et les Einsatzgruppen, ces groupes mobiles d'intervention que les nazis utilisent en Pologne, ne sont pas une nouveauté à ce moment-là. Ils ont déjà été utilisés durant l'Anschluss, c'est-à-dire l'invasion de l'Autriche. Ils ont été utilisés dans les Sudètes, et ils ont été utilisés aussi lors de l'invasion du reste de la Tchécoslovaquie au tout début de 1939. Ces groupes sont des groupes qui sont motorisés eux aussi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se déplacent en camion et qui mènent leur mission à pied. Ces groupes sont des groupes qui sont composés de policiers, des officiers de la SS qui viennent du service de renseignement, le SD, hein, qui est un service un peu compliqué, qui est à la fois l'équivalent de notre DGSI. Vous savez ce que c'est la DGSI? C'est le contre-espionnage, et c'est, disons, la police politique française, hein, qui s'occupe de contrecarrer à la fois la menace islamiste, mais aussi les groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, l'espionnage industriel, tout le contre-espionnage. Donc vous voyez, d'un côté, cette police politique de l'intérieur. En second lieu, la DGSE, ça vous savez, c'est les James Bond français, hein, c'est les services qui s'occupent de l'espionnage à l'extérieur des frontières de la France, mais ça n'est pas que ça, le SD, c'est aussi une sorte de think tank, de boîte à idées pour le gouvernement du Reich, qui met en place des expertises de politique publique, qui pense l'État, qui pense le système économique, etc., qui est très très lié au système universitaire allemand. Et enfin, c'est aussi une sorte d'institut de sondage. C'est-à-dire que c'est un peu difficile de parler d'opinion publique sous le nazisme, mais si, ça existe quand même. Et ces gens font des sondages d'opinion. Qu'est-ce que vous pensez de telle loi? Qu'est-ce que vous pensez de telle autre? Qu'est-ce que vous pensez des lois scolaires en Bavière, etc. Tout ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est un ensemble un peu compliqué, ce SD, mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, que c'est quand même, d'abord et avant tout, les officiers qui sont là-dedans sont des policiers politiques. À côté du SD, vous avez la Gestapo, et donc, mais la Gestapo, ce n'est pas des officiers de la SS, c'est des policiers professionnels. Hein.
hein, qui, eux, pour le coup, si vous voulez, sont des gens qui, quel que soit le régime politique, et ça existait avant le nazisme, passaient leur temps à filer des barres dans des commissariats à des gens qui étaient soit des syndicalistes, des communistes, soit des gens, des nationalistes, etc. etc. Et donc, les Einsatzgruppen, c'est un mélange d'officiers de la SS, de policiers de la Gestapo, de très jeunes Waffen-SS, donc des militants nazis très jeunes, 18-19 ans, qui ont été militarisés, et enfin, l'équivalent de nos gendarmes mobiles à nous, c'est-à-dire cette police de l'ordre en uniforme qui va occuper toute l'Europe à un moment ou à un autre. Donc ces Einsatzgruppen sont des gens dont les missions sont d'occuper et de contrôler les territoires qui sont envahis au fur et à mesure de l'avance des forces armées, de la Wehrmacht. Donc leur job, c'est d'arriver dans une ville, de prendre la mairie, de prendre les locaux de la police politique, les archives, et d'assurer l'ordre. C'est ces ordres-là qui sont ceux qui vont être donnés aux différents Einsatzgruppen qui ont été formés pour chaque phase d'expansion impériale qui s'est mise en place depuis 1938. Seulement, à ordre égal, les Einsatzgruppen n'ont pas du tout la même pratique en Autriche, en Pologne, enfin en Autriche, en Tchécoslovaquie, dans les Sudètes et en Pologne. C'est les mêmes ordres, mais en Autriche et dans les Sudètes et en Tchécoslovaquie, les Einsatzgruppen ont une pratique qui est une pratique violente, brutale. C'est-à-dire que très souvent, les opposants au nazisme qui ont le malheur de se retrouver à résider en Autriche ou dans les Sudètes ou en Tchécoslovaquie et qui voient arriver ces gens-là préfèrent se suicider plutôt que de tomber dans leurs mains. Donc c'est vraiment violent, on est bien d'accord. Mais si on compte les morts, si on a une comptabilité un peu meurtrière, c'est quelques dizaines de morts pendant ces trois phases d'expansion. En Pologne, c'est pas la même chose. En Pologne, ils existent pendant 6 semaines et ils tuent 12 000 personnes. Vous voyez, on a une espèce de saut énorme qui se met en place et qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Et là, l'historien, il a de la chance parce que les Einsatzgruppen de Pologne, ils nous ont laissé des rapports journaliers. C'est pas eux qui les font, ils envoyaient des rapports à Berlin et à Berlin, ils étaient compilés, ces rapports. Et tous les jours, il y avait une sorte de rapport général des Einsatzgruppen qui se mettait en place et qui nous permettent de comprendre comment ce truc-là s'est mis en place et comment les Einsatzgruppen ont basculé dans la pratique meurtrière telle qu'elle se met en place en Pologne. Alors, comme je vous le disais, ces fusillades, elles sont légitimées dans les rapports des Einsatzgruppen, et elles le sont de façon très soigneuse. C'est-à-dire que quasiment, c'est pas aux morts près. Mais tous les jours, tel groupe dit, voilà, nous avons exécuté tant de personnes, et pour telle raison. Et quand on regarde les stratégies rhétoriques qui se développent dans ces stratégies argumentaires, si vous préférez que rhétoriques, qui se développent dans ces rapports, et ben on s'aperçoit qu'il y a deux grandes stratégies dont se servent les hommes des Einsatzgruppen pour expliquer pourquoi ils tuent. Et la première, c'est qu'ils disent avoir affaire à ce qu'ils appellent des francs-tireurs. Ça se dit Freischärler en allemand. Alors, pourquoi est-ce qu'ils parlent de francs-tireurs? Il faut vous imaginer ce que c'est que la guerre éclair. La guerre éclair, c'est, imaginez, vous êtes un soldat polonais, vous êtes dans une armée de masse, certes, mais une armée mal équipée. Hein, vous avez votre fusil, 3-4 chargeurs ici, vous venez d'être mobilisé vraiment à la hâte après l'invasion sans déclaration de guerre des Allemands, et on vous a filé la moitié d'un uniforme, une vieille pétoire qui fonctionne à peu près, mais sans plus, et trois chargeurs, et vous prenez d'abord dans la gueule un bombardement aérien bien intense, très précis, mais dans lequel vous venez de perdre la moitié de vos copains, et vous êtes tout, en allemand on dit wackelig, vous êtes tout tremblant, et puis voilà, ça s'arrête, il y a un petit peu de calme, et puis en plus, juste après, vous entendez un bruit de moteur extrêmement important et qui va crescendo, et là, vous êtes en train de vous prendre un escadron de chars dans la tête, et là encore, c'est du boulot de survivre à ce truc-là, parce que les chars sont suivis par l'infanterie, mais vous avez réussi à faire le gros dos, et vous n'avez surtout pas fait l'erreur de tourner le dos et de vous mettre à courir, parce que ça, c'est la mort assurée. Donc vous avez fait le gros dos, vous avez laissé la deuxième vague passer, puis vient cette troisième vague à laquelle vous échappez aussi. C'est des fantassins qui sont encore plus attentifs, et donc c'est dû encore une fois, c'est un vrai boulot d'échapper à cette vague et de ne pas être tué ou pas être fait prisonnier. Et puis vous commencez à souffler un peu, et puis là arrivent des gens qui ont d'autres uniformes, verts eux aussi, mais c'est pas les mêmes, et ces gens cette fois-ci vous trouvent, hein, vous êtes
vous êtes laissé avoir, il faut dire que c'est la quatrième vague et vous êtes bien fatigué. Hein. Et donc, là, il y a quelqu'un qui vous dit dans une langue que vous ne comprenez pas que vous avez encore un uniforme et que votre uniforme il n'est pas très réglementaire, que 2, vous avez encore un fusil alors qu'il y a eu déjà 3 vagues de soldats qui vous ont suivi, que 3, dans votre fusil, le chargeur, il a déjà été utilisé, donc ça veut dire que vous avez continué le combat pendant que les 3 autres, après l'arrivée des 3 autres vagues, et on vous dit d'aller vous aligner contre un mur, et puis il y a 5 soldats qui commencent à charger leurs armes, et vous allez mourir. Vous êtes fusillé. Et vous êtes fusillé alors que vous avez simplement... ce qui compte ici, vous voyez bien, c'est la dynamique de la guerre de mouvement. Mais pour les nazis, eh ben, vous êtes simplement un soldat qui, malgré toutes les occasions de reddition que vous avez eues quand sont arrivés d'abord les chars, puis les fantassins, etc., vous avez refusé de le faire et vous avez continué à faire vous avez continué à vous battre alors même qu'il n'y avait plus de combat. Donc vous êtes ce qu'on appelle un franc-tireur et il vous fusille. L'accusation est un classique dans l'armée allemande. C'est un classique qui a commencé en 1870. L'armée impériale prussienne a prétexté l'existence d'unités de francs-tireurs pour mettre en place les premières exactions contre des populations. Surtout, en 1914, l'armée qui effectue le plan Schlieffen et qui passe par la Belgique et le nord de la France a elle aussi prétexté et pensé trouver des francs-tireurs et en a profité pour tuer entre 5 et 12 000 civils pendant la phase d'invasion de 1914. C'est l'existence ou l'éventualité de l'existence de ces francs-tireurs qui a amené les Alliés en 1918 à dire aux Allemands « Vous avez mené une guerre qui était illégitime, une guerre qui était criminelle, vous êtes donc responsable, article 231 du traité de Versailles, vous êtes responsable du déclenchement et de la conduite de la guerre et vous allez devoir payer des réparations. » Cette question des francs-tireurs est donc une question qui est centrale dans le récit de la Première Guerre mondiale que mettent en place les Allemands et la question de l'existence ou de la non-existence de francs-tireurs à l'été 1914 est une question qui est tellement centrale qu'elle est discutée tout au long de la République de Weimar. Et d'ailleurs, pour vous dire, ça n'a pas changé. Il y a en ce moment une énorme polémique qui éclate. Enfin, énorme polémique, c'est entre historiens, il ne faut quand même pas déconner. Ces gens se battent avec des coussins et ils sont 20 à se battre. Hein, donc il n'y aura pas de mort, hein, je pense pas. Mais il y a quand même à l'heure actuelle, si vous voulez, une énorme polémique qui s'est mise en place parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a 2 historiens britanniques, irlandais, pardon, je vais me faire tuer. Il y a 2 historiens irlandais, c'est John Horne et Alan Cramer, qui ont sorti un livre défoncer une bonne dizaine de milliers de civils. Et puis là, il vient de sortir un nouveau livre d'un Allemand qui s'appelle Keller et qui dit mais non, Horne et Kramer ont raconté n'importe quoi, j'ai trouvé de nouvelles archives, les Allemands sont certifiés qu'il y avait des francs-tireurs et donc il faut reprendre toute l'enquête. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est l'enquête, je peux vous dire que l'enquête sont faisant de cacahuètes, qu'évidemment l'Allemand qui sort le truc était une sorte de révisionniste et qu'il ne faut même pas... le livre ou rien. Dans tous les cas, ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est que cette thématique du franc-tireur, cette figure du franc-tireur, elle a donc, si vous voulez, une vie longue, une vie longue dans la mémoire des responsables allemands. Et les jeunes officiers du SD et les jeunes policiers de la Gestapo qui dirigent les Einsatzgruppen et qui doivent convaincre leurs hommes qu'il va falloir tuer et qu'il faut fusiller tous ces gens-là, eh ben, il légitime la présence, enfin, il légitime le meurtre par des arguments qui sont littéralement ceux de 1914. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que la guerre qui est en train de se mettre en place en Pologne le 1er septembre 1939, au-delà de l'évident machiavélisme d'Hitler et de la hiérarchie nazie et SS, est une guerre mémorielle, c'est une guerre de la mémoire, une guerre mnésique. C'est une guerre que les nazis reprennent avec presque exactement les mêmes moyens rhétoriques et argumentaires que ceux qu'ils utilisaient entre 1914 et 1918. La deuxième catégorie qu'utilisent les nazis le montre très bien. À côté de ces Freischärler, il y a des Aufständische, c'est-à-dire des insurgés. Mais qui c'est ces insurgés? Est-ce que vous croyez vraiment que ces insurgés, c'est quand les Einsatzgruppen arrivent, vous avez des gens avec une banderole, cortège de tête et compagnie, qui sont en train de dire non aux Allemands, non, ah non, rien du tout, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Ces insurgés dont on est en train de parler, ce sont des nationalistes polonais qui, entre 1919 et 1921, ont mis en place une insurrection dans les territoires frontaliers du Reich, dont l'appartenance à la Pologne faisait débat, pour imposer que ces territoires soient rattachés à la République de Pologne. En gros, à ce moment-là, vous avez des militants allemands qui ont pris les noms et les adresses de ces types-là, et
20 ans plus tard, l'armée allemande a les noms et les adresses et va tout simplement se venger. Ici, on est vraiment dans une logique vindicatoire de vengeance qui est absolument, qui est manifeste. Littéralement, les gens vont se venger de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ce que je suis en train de vous dire donc, c'est que vous avez affaire avec la guerre en Pologne à une guerre qui est une guerre mnésique. Et on pourrait faire ça avec pas mal de conflits. Hein. La France, quand les nazis envahissent la France, où est-ce qu'elle est signée la paix? Elle est signée dans le wagon de l'armistice de 1918 et dans la clairière de Rethon. Le seul document que les nazis se sont pris la peine d'essayer de trouver, de chercher et de piller aux archives, ce qu'on pourrait appeler les archives nationales, il y en a un seul qu'ils ont essayé de chercher. Et effectivement, il a disparu. C'est le traité de Versailles. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute une partie de... on pourrait paraphraser Henri Rousseau et dire que le nazisme, c'est une sorte de hantise du passé. Hein, c'est assez rigolo à dire comme ça. Mais on peut continuer comme ça. Il y a une dernière guerre qui est une guerre du passé, c'est l'invasion des Balkans, de la Yougoslavie et de la Grèce. Est-ce que c'est vraiment un hasard si les nazis envoient une armée qui est uniquement composée d'Autrichiens? Et que le premier geste de ces Autrichiens, le 16 avril 1941, c'est de faire exactement ce qu'ils avaient fait le 1er août 1914, c'est-à-dire bombarder Belgrade. Hein, ils refont exactement le même geste que celui qui a commencé la Première Guerre mondiale. Bref, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que le nazisme, c'est un discours sur le passé, et que cette guerre en Pologne, qui va ouvrir un nouvel espace, eh ben, elle commence comme une guerre du passé. Mais c'est comme un Janus. Je ne sais pas si vous connaissez ce dieu romain Janus. Janus, c'est Januar, c'est janvier, quoi. C'est un dieu qui a deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Et la guerre en Pologne, eh ben c'est pareil. Elle a un visage tourné vers le passé, et on vient de le voir, hein, dans ces deux premiers impératifs catégoriques qui étaient celui de la conquête et du contrôle. Mais en même temps, la guerre en Pologne, elle ouvre sur un avenir qui est celui de l'aménagement et de la germanisation. Après le temps... on va rester là. Après le temps de la conquête et du contrôle, les temps sont arrivés d'aménager et de germaniser. Et pour ce faire, si vous voulez, dans ces 7 premières semaines du conflit et de la conquête de la Pologne, entre le 1er septembre 1939 et on va dire le 15 au 20 octobre 1939, les nazis vont avoir une espèce de rage de création institutionnelle, vont créer un certain nombre d'agences qui sont censées réaliser, être les outils de la réalisation de la promesse nazie. La promesse nazie, je vous rappelle, hein, c'est cette utopie de mise en place de conquête du Lebensraum, ça vient d'être fait, et de mise en place d'une nouvelle société qui passe par des politiques démographiques, hein, l'eugénisme, etc., mais aussi des politiques sociales. Et donc pour faire ça, les nazis mettent en place, et alors là vous allez ça va être un petit peu compliqué pour vous de le voir, mais les nazis mettent en place tout un ensemble d'institutions, tout ça naît à peu près, ça naît en 6 semaines. Et je vous propose d'essayer de comprendre ce que c'est que la germanisation en regardant ce schéma. Alors c'est un peu compliqué parce qu'évidemment le schéma, vous n'arrivez à rien lire, j'ai l'impression. Même moi, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais quand même vous expliquer un peu comment ça fonctionne et on va essayer de le lire de façon un peu symptomatique. La première chose qu'il faut qu'on voit, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Hein? Je sais bien, c'est l'enfer. Ouais. Je sais, c'est difficile et en plus, le problème c'est qu'on a ces puits de lumière qui nous gênent un peu. Alors, la première chose qu'il faut qu'on remarque, c'est qu'à la tête de toutes les institutions dont on est en train de parler, il y a un homme. Et il y a une institution, cette institution c'est la SS. La SS, c'est ce qu'on pourrait appeler en paraphrasant Lénine, l'avant-garde racialement consciente de la germanité et de la race nordique. La SS, c'est cet organisme d'élite, avec des beaux uniformes Hugo Boss, qui, depuis les années 30, est censé préfigurer l'aristocratie de la race des seigneurs. D'accord? La race des seigneurs, c'est parce que les nazis pensaient que les deux races nordiques, blond, yeux bleus, avaient pour vocation de dominer les espaces européens, de dominer les races qui étaient existantes en Europe. Et au sein même des races nordiques, ils voulaient mettre en place un processus de sélection, raciale lui aussi, pour désigner qui seraient les meilleurs et qui allaient disposer du pouvoir. Donc, c'est l'ASS, donc cet organisme racialement sélectionné qui est censé prendre en charge toutes ces politiques de germanisation.
Au sein de la SS, Hitler décide, à partir de début 1939, qu'il va, et il le dit clairement dans un discours, qu'il va réorganiser les relations interethniques. De quoi? Comme on voit mal. Ouais. Je vais essayer de faire. Donc, au sein de la SS, Hitler délègue à Himmler le soin de mettre en place cette révolution raciale et démographique au sein de l'Europe en annonçant qu'il allait modifier les relations interethniques en Europe. Pour faire ça, il nomme Hitler commissaire du Reich pour le renforcement de la germanité, et celui-ci crée donc une première institution, on va la voir tout à l'heure, une première institution qui s'appelle le RKFDFA, donc Commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité. Je la laisse de côté 2 minutes, parce que on va la regarder de façon plus soigneuse dans 2 minutes. Au même moment, Himmler, cette fois-ci, crée une autre institution qui s'appelle le RSHA, Office principal de la sécurité du Reich, et là, on va commencer par elle. Le RSHA. Qu'est-ce que c'est le RSHA? Eh bien, c'est un ensemble qui mutualise et qui fusionne la Gestapo, dont je vous parlais tout à l'heure, cette police politique en civil qui était chargée de la chasse aux communistes, etc., et ce SD, ce service de renseignement de la SS, qui est cet organisme un peu compliqué qui fait à la fois du renseignement, de l'expertise politique et du sondage d'opinion. Dans ces 2 services, Gestapo et SS, qui sont désormais chapeautés par ce truc-là, le RSHA, vous avez 2 services qui vont s'occuper, qui ont été créés, et qui vont s'occuper des questions de germanisation et de déplacement de population. En gros, vous avez un service ici qui s'appelle le service 3B et qui est censé s'occuper de questions raciales. Il est au SD, c'est des officiers du SD, c'est donc des gens, si vous voulez, qui sont des militants SS, mais qui sont aussi en même temps des universitaires. La plupart du temps, il s'agit de gens qui ont fait de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, de l'anthropologie, etc., et qui sont censés être des experts raciaux. Le travail des gens qui sont dans ce bureau-là, c'est de faire de l'expertise de population. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, on va étudier la population. Je prends un exemple n'importe où, n'importe comment. On va prendre la population de telle région et on va définir, alors là, il y a tant de nordiques, ici tant de slaves, là, des métis de race nordique / slave, etc., et qui mettent en place, si vous voulez, des espèces de profilage racial des régions et des secteurs de la population. Vous avez ensuite, au sein de la Gestapo, un autre organisme, très important lui, qui s'appelle, c'est le bureau 4B4, qui s'appelle, j'ai oublié, il s'appelle Transport, Logistique et Affaires Juives, c'est ça, Transport, Logistique et Affaires Juives. Alors là, on commence à avoir plus de renseignements sur ce que c'est que ces politiques démographiques et de germanisation que veulent mettre en place les gens. C'est des affaires de transport, c'est des affaires logistiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire arriver, faire arriver et partir des trains, donc il va y avoir des questions d'expulsion de population. Et le dernier truc, c'est affaires juives. Ben oui, évidemment, une des façons de germaniser un territoire, c'est d'expulser et d'en éliminer les populations juives qui peuvent éventuellement y habiter. L'homme qui dirige ça, vous en avez entendu parler, c'est Adolf Eichmann. Résumons. Au sein des organes policiers, la germanisation et la réalisation de la promesse nazie et la mise en place de ces politiques de tripatouillage de la population, d'eugénisme, etc., c'est d'abord et avant tout un processus policier. Un processus qui commence par l'évaluation de population globale, et puis ensuite, quand on a des populations globales, quand on les a bien évaluées, eh bien, il y a des questions de transport, donc d'expulsion, et ces questions de transport et d'expulsion, en premier lieu, elles visent les populations juives. Ici, vous avez affaire à des gens qui sont des policiers et des officiers du SD, des intellectuels nazis, si vous préférez, qui se sont mis à faire du renseignement,
mais qui travaillent à Berlin. Et donc, pour que ça devienne plus concret, pour que ces politiques se mettent en place, à partir de ces deux agences, créer des agences locales, ces deux bureaux, je veux dire, créer des agences locales. Vous avez ici les VZ, non, on va commencer par lui, vous avez ici l'UVZ, marquez ça, UVZ, ça veut dire Office Central d'Émigration, c'est-à-dire l'émigration c'est quand ça part. Et vous avez à côté, donc c'est ceux qui sont chargés d'opérer les expulsions. Hein. Vous prenez les gens, c'est des gens qui vont à 5 h du matin entourer un village polonais, donner un grand coup de pied dans les portes des maisons et dire aux familles qui sont affolées qu'ils ont 20 minutes pour partir, parce que sinon ça va mal se passer. D'accord? Donc, vous voyez, on est en train de commencer à rentrer dans ce que sont ces politiques de germanisation, hein, ce que c'est que ce rêve nazi. Et de voir que le rêve nazi, il est très désagréable pour les populations qui vont en être les victimes. À côté de ça, vous avez un deuxième bureau qui, lui, est chargé des réinstallations. Parce que la germanisation aux yeux des nazis, c'est aussi ça. C'est les territoires que les nazis veulent vider des populations non souhaitées, ces populations qui sont soit les populations juives, soit les populations qui ne sont pas nordiques. Le projet, c'est une fois qu'on a expulsé ces populations-là, c'est d'en réinstaller d'autres. Hein. Et donc, pour faire ceci, ils ont créé un organisme qui s'appelle l'EVZ et qui est un office central de réinstallation. Bon, là, vous allez commencer un peu grognon à me dire écoutez, on n'y comprend pas grand-chose à votre machin, en plus votre tableau il est mal fait, c'est qui ces gens qui doivent revenir, qui est-ce qui doit partir, qui est-ce qui doit revenir. En gros, comment est-ce que ça se passe concrètement? Et vous avez bien raison. Mais la question, elle va se régler au sein de cet organisme dont on a parlé au départ, c'est-à-dire le commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité. Ce commissariat, il est appuyé, il s'appuie sur des organismes, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est très peu nombreuse. Ces gens sont censés s'occuper de la déportation ou de la réinstallation de centaines de milliers de personnes. Vous allez le voir dans quelques minutes. Et en fait, c'est une toute petite installation, ce truc-là. Il y a à peine 120 personnes en fait, qui travaillent là-dedans pour quelque chose qui, à la fin, devrait bouleverser toute l'Europe. C'est très peu nombreux. Et pourquoi ça marche comme ça? Parce que cette institution très light, elle a le droit de donner des ordres et d'utiliser, d'exploiter des administrations qui existent déjà. Et les deux organisations qui existent déjà et sur lesquelles le RKF va s'appuyer, c'est ce machin-là qui s'appelle le Roucha. Je vais le marquer ici, à côté de... Pour que vous fassiez bien la différence. Vous aviez ici la police, c'était le RSHA, et là il y a un petit U au milieu. Parce que ça, c'est l'office principal de la race et de la colonisation. Cet office, c'est une vieille institution de la SS, ça existe depuis 1931, et c'est l'organisme qui s'occupe de toutes les politiques eugéniques. Ça veut dire quoi? Quand tu rentres dans la SS, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire l'amour avec qui tu veux, tu n'as pas le droit de faire des enfants avec qui tu veux, tu ne peux pas te marier avec qui tu veux, il faut demander une autorisation préalable. D'ailleurs, il faut avant avoir demandé une autorisation préalable pour entrer dans la SS. Et pour faire tout ça, eh bien, il y a un outil qui est utilisé par le Roucha, et cet outil, c'est l'arbre généalogique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'arbre généalogique qui permet qui est exigé pour les candidats à la SS et ensuite pour les candidates épouses de SS, il est utilisé cet arbre généalogique pour vérifier qu'il n'y a pas d'ascendance juive. C'est-à-dire que jusqu'en 1730, 2 siècles auparavant, on utilise ça pour savoir si vous êtes de sang nordique ou pas. En second lieu, ces arbres généalogiques, ils ne contiennent pas seulement l'ascendance des gens, ils contiennent aussi plein d'informations sur l'histoire sanitaire de la famille. Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu des enfants mal formés? Est-ce qu'il y a eu des cancers? Est-ce qu'il y a eu des AVC? Est-ce qu'il y a eu des alcoolismes, etc., etc. Et donc c'est toute l'histoire, si vous voulez, de la biologie héréditaire et de la santé héréditaire de ces familles qui se met en place. Et donc, la germanisation, ça va marcher pareil. C'est-à-dire qu'en Pologne, à partir de 1939, vous avez des trains qui vont circuler et qui vont expertiser les villages des zones occupées avec un train dans lequel vous avez des gendarmes en uniforme qui sortent du train, qui vont chercher la population d'un village, qui l'amènent au train. Dans le premier
dans le premier wagon du train, vous avez des fonctionnaires de la Gestapo qui établissent des papiers d'identité pour la famille, hein, avec une petite photo d'identité, une carte, etc., etc. Puis, une fois que ce premier atelier est passé, on passe dans le deuxième wagon. Dans le deuxième wagon, vous avez un médecin SS. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais ce truc-là est formé uniquement de médecins. Hein. C'est que des médecins nazis. Et donc, vous avez un premier atelier dans lequel on demande aux gens à on demande aux chefs de famille de reconstituer l'arbre généalogique de ses ancêtres et de dire les noms de famille, où est-ce qu'ils sont nés, l'ascendance, etc., pour essayer de faire une évaluation raciale. Hein. Quand est-ce qu'il y a des métis polonais, juifs, allemands, etc., etc. Puis, troisième wagon, un autre médecin qui cette fois-ci fait passer un examen d'anamnèse clinique. Anamnèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire remonter dans le passé sanitaire de la famille. Alors, de quoi sont morts tes grands-parents? Est-ce que tes enfants, ça va? Est-ce que ta femme a fait des fausses couches? Est-ce que tes enfants ils sont pas sourds, pas aveugles, pas débiles, etc., etc. Et mettre en place, comme ça, un examen clinique, si vous voulez, de toute la lignée. Une fois que ces deux premiers wagons ont été passés, il y a, aux yeux des nazis, hein, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que dans le premier wagon, on avait mesuré les crânes, la longueur de nez, mis en place, si vous voulez, toute l'anthropologie physique qui est à la base de la désignation des races. Hein. Les nordiques, c'est des blonds, aux yeux bleus, dolichocéphales. Dolichocéphale, ça veut dire la tête allongée. Hein. Dolichocéphale, tête allongée, et quand on a la tête un peu cubique, on est brachycéphale. Donc, vous voyez, tous ces critères-là, qui sont censés être des critères super objectifs, au millimètre près, gna gna gna, sont donc consignés dans les dossiers de ces gens-là. Et donc, à la fin du troisième wagon, vous avez une espèce de portrait robot racial de la famille qui va être complété par un quatrième wagon avec des officiers de la Gestapo qui vont faire un portrait racial et social de la famille. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez bien l'allemand? Est-ce qu'il n'y a pas trop de socialistes et de communistes dans votre famille? Est-ce que vous êtes bien comporté jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des criminels, etc. Donc, vous voyez, et qui est censé faire partie du portrait robot racial de la famille dont on est en train de parler. À la sortie de tout ça, vous avez un ensemble de grilles, une grille d'évaluation qui est hiérarchisée, avec tout en haut les gens qui sont d'ascendance raciale nordique pure, qui ont un joli petit visage allongé avec les yeux bleus et les cheveux blonds, qui parlent parfaitement allemand, qui sont certes pas de nationalité allemande, mais qui ont vocation à rentrer immédiatement dans la Volksgemeinschaft, dans cette société nouvelle nazie qui est en train de se construire, et qui peuvent d'ores et déjà prétendre à la fois faire de hautes études, intégrer la SA, la SS et le NSDAP, et intégrer donc le saint des saints, l'aristocratie raciale nordique. Juste en dessous, vous avez les gens, les mêmes, qui sont racialement purs, parlent un allemand parfait, etc., mais qui ont quelques petits soucis, quelques communistes ou socialistes dans le truc, etc., et donc qui ont dit, écoutez, bienvenue dans la Volksgemeinschaft, mais les études, ça sera l'ASS et l'ASA, ça sera pour plus tard. Puis en dessous, vous avez les gens qui sont dolichocéphales purs, etc., mais qui ont perdu un peu leur allemand, ne le parlent pas très très bien, etc., et donc on leur dit, bienvenue dans la Volksgemeinschaft, mais les études, ça sera pour plus tard, etc. Et vous avez comme ça une gradation qui est assez progressive, mais qui passe par des paliers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es racialement pur, mais que tu ne parles pas allemand, il va falloir toute une rééducation qui peut durer plusieurs générations aux yeux des nazis et qui fait que tu ne peux pas accéder aux études et il ne peut pas y avoir vraiment d'ascension sociale. Ces gens qui sont de race nordique aux yeux des nazis, hein, c'est pas moi qui le dis, moi je m'en fous des races nazies, etc. Donc les gens qui sont estimés de race pure, et de milieu social à peu près correct, et de culture allemande, mais qui ont des problèmes de langue, on les appelle les Allemands ethniques, les Volksdeutsche, et ce sont ces gens-là que les nazis décident à la réinstallation dans les territoires occupés. Ces gens sont censés constituer une sorte d'armée paysanne de colonisation, et une armée paysanne de colonisation d'autant plus importante qu'au même moment où se mettent en place ces trains, les nazis, à l'extérieur des territoires occupés, mènent une grande campagne diplomatique en direction des États baltes, en direction de la Hongrie, en direction de l'URSS, en direction de la Roumanie, de la Yougoslavie, tous ces États d'Europe de l'Est, parce que dans tous ces États d'Europe de l'Est, vous avez des communautés
allemande qui résulte d'une émigration massive de l'Allemagne vers l'Europe de l'Est depuis le XVIIIe siècle. Pour nous, les Allemands, ça c'est un monde que vous ne connaissez pas, et que, non plus d'ailleurs, je ne sais pas connu. Pour nous, l'Allemagne et les Allemands, c'est clair et net. Vous avez, il y a eu deux Allemagnes, mais enfin bon, en gros, il y a un territoire allemand, et dedans, il y a des boches, et les vaches sont bien gardées. Seulement, ce n'était pas comme ça avant 1945. L'Allemagne, ou plutôt les populations allemandes sont des populations qui sont diasporiques, c'est-à-dire qu'elles étaient disséminées partout en Europe. Vous aviez bien sûr la concentration de ces Allemands sur les territoires qui ont fini par devenir l'Empire, hein, le Deuxième Reich, hein, en 1871, mais vous aviez des communautés de germanophones, de culture allemande, partout en Europe. Ben, je ne vous parle même pas des Alsaciens et des Lorrains, mais vous en aviez en Italie, vous en avez en Yougoslavie, vous en avez en Hongrie, vous en avez en gros dans toute la Russie, vous en avez dans la Baltique, en Pologne évidemment, etc., etc. Et le rêve que les nazis mettent en place à partir du 1er septembre 1939 et qu'ils essayent d'organiser par la voie diplomatique avec tous ces pays-là, c'est de faire revenir tous ces Volksdeutsche, tous ces Allemands ethniques, dans les territoires polonais occupés. Pour faire ça, il s'appuie sur une deuxième institution qui s'appelle l'AWOMI, Volksdeutsche Mittelstelle, c'est-à-dire l'office de liaison des Volksdeutsche, des Allemands ethniques. En gros, on pourrait définir ça comme du soft power. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, mais en gros, vous savez très bien, par exemple, que la France a tout un réseau à l'étranger d'instituts français qui font rayonner la culture française, qui mettent en place d'un côté des cours de français, servent pour les lycées français, les lycées et les collèges français à l'étranger, ou les maternelles, etc. La France a tout un réseau d'alliances françaises qui mettent en place donc une sorte de diplomatie culturelle. Hein, c'est toute la question de la francophonie. Vous connaissez ça, hein? Bon, eh bien, il faut se dire qu'à partir de 1917, les Allemands avaient le même type de réseau. Alors c'est du soft power un peu plus hard que tout ça, hein. C'est-à-dire qu'au départ, c'était effectivement la Volksdeutsche Mittelstelle, c'est pas un organisme nazi. Au départ, ça envoie des instits, des livres scolaires, des contes de Grimm, des poètes, etc., etc. Ça les envoie dans toutes ces communautés Volksdeutsche d'Europe pour maintenir éveillée la germanité. Évidemment, après 1933, le truc se corse un peu. Les nazis commencent à nazifier lentement, mais lentement. La chose. Donc, les instituteurs qui sont envoyés à l'étranger doivent de plus en plus venir du syndicat nazi, des instituteurs. Puis les bourgeois conservateurs qui étaient à la tête de ce machin-là sont remplacés de plus en plus par des officiers SS, etc., etc. Jusqu'à ce que, à partir de 1938-1939, dans les caisses qui sont envoyées tous les jours dans ces communautés Volksdeutsche par Berlin et par la Volksdeutsche Mittelstelle, eh ben, les caisses deviennent plus lourdes. Et puis quand vous regardez, et vous soulevez les livres qui sont dans cette caisse, il y a un faux plafond, un faux plancher plutôt, et sous le faux plancher, il y a des armes. Et donc la Volksdeutsche Mittelstelle, qui était un organisme donc, de diplomatie soft, devient un instrument dans les mains des nazis de 5e colonne qui arme ces communautés d'Allemands ethniques dans tous les pays, d'Europe orientale, mais quand même essentiellement en Pologne. Dans tous les cas, entre l'automne 1939 et le début de 1940, la diplomatie nazie arrive à signer des accords avec tous les pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, Roumanie, Hongrie, machin truc, bidule chouette, et se met en place donc ce volet positif de la germanité, hein, qui fait que ces gens qui reviennent dans la patrie allemande passent par les mêmes trains, ceux du Rouchat, et constituent les gens qu'on va installer dans les régions qu'on veut germaniser. Bon, si on veut faire le bilan de ce qu'on est en train de dire, la germanisation, c'est quoi? Germaniser un territoire, c'est prendre sa population, l'évaluer, puis mettre en place une grande opération d'ingénierie policière dans laquelle on donne des papiers à tout le monde, on évalue racialement tout le monde, on décide combien de personnes on va garder et combien de personnes on va expulser, et ces deux organismes mettent en place les uns les expulsions, les autres la réinstallation. Hitler prend, on va terminer cette description là-dessus, Hitler prend une décision fondamentale qui est que dans les territoires qui doivent être germanisés, il faut expulser 4 personnes pour pouvoir réinstaller un Volksdeutsche. Il faut expulser, je ne sais pas si vous voulez réinstaller 75 000 personnes, il faut en expulser 300 000. D'accord?
75-300. Vous voyez que tout ça est une affaire qui est très complexe. C'est une affaire qui est à la fois, on vient de le voir, brutale et extrêmement complexe parce qu'il faut avoir bien mis en place, enfin aux yeux des nazis, il faut qu'ils aient bien mis en place les questions d'évaluation et que tout ça ait un timing. Hein. Et donc, les nazis en sont parfaitement conscients. Il faut mettre en place un service de planification qui prépare tout ça et qui contrôle, pilote toutes ces opérations. Et ce service de planification, il est dirigé par cet homme-là, que vous voyez sur la couverture du bouquin. Lui, là, il s'appelle Konrad Meyer-Ettling. Et je vous en parle 2 minutes parce qu'il est absolument représentatif de tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui est un militant nazi convaincu. Il est officier supérieur dans la SS et depuis longtemps, et en même temps, c'est un intellectuel qui fait de la géographie, de l'aménagement spatial. Il est titulaire d'une chaire de géographie agraire à l'université de Berlin et il a autour de lui toute une palanquée, tout un groupe de jeunes docteurs ou doctorants qui mettent en place des études agraires, des études de morphologie urbaine, des études de morphologie de finage de village et qui sont censés s'impliquer dans la planification de l'espace, hein, autant que dans la planification des déplacements de population. Parmi ces adjoints, il y a peut-être quelqu'un dont vous avez entendu parler si vous faites de la géographie, c'est Walter Christaller. Vous connaissez ce géographe? Non? C'est quelqu'un qui a fait sa thèse dans les années 30 à Iéna, justement avec, comment il s'appelle là, avec lui là? Ça marche pas, ah si lui, voilà. Donc avec Konrad Meyer, il a fait sa thèse avec Konrad Meyer et c'est lui qui est l'inventeur de la théorie des lieux centraux, c'est-à-dire de la modélisation des principes d'abstraction des villes. Comment est-ce que les villes doivent être placées dans un espace rêvé, dans un espace modélisé et théorique, comment les villes doivent être placées les unes par rapport aux autres pour avoir chacune un territoire et un espace idéal. Walter Christaller, il est donc, si vous voulez, c'est un géographe théorique et à qui on peut dire, voilà, voici tel territoire, dis-nous comment ça doit se passer, est-ce que les villes sont bien placées, est-ce que le réseau urbain est harmonieux, etc. Et c'est à la fois le rêve et le cauchemar de tout géographe à qui on dit, vas-y maintenant, applique ta théorie. Et donc Christaller, il peut arriver sur une région et dire, oh oui, là il manque une ville ici, celle-là elle est en trop. Et il se retrouve avec une ville détruite et une ville construite. Donc ça vous montre bien, si vous voulez, que ces questions de déplacement de population, et ce d'autant, si vous voulez, que à côté de cette opération policière et raciale, il y a aussi un troisième grand organisme qui est créé, qui s'appelle l'Office principal d'économie et d'administration, donc Office principal d'économie et d'administration, qui, alors jusqu'ici vous avez vu, hein, là on a des policiers et des militants nazis, ici on a des médecins, là on a un peu des policiers et des militants comme ici, mais qui sont un peu des James Bond, hein, qui organisent des opérations à l'extérieur. Ici vous allez avoir des ingénieurs et des managers. C'est des gens qui sont à la fois des juristes et qui ont aussi fait des études d'ingénierie généralistes, hein, l'équivalent de polytechnicien si vous préférez, et ces gens vont transformer l'utopie en devis. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah voilà, pour germaniser telle région et pour la rendre moderne et pour créer tel centre urbain ou tel réseau routier, il faut tant de béton, tant de briques, tant de machins, tant de trucs, créer des usines ici, etc. Au Wirtschaftsverwaltungsamt, on a par ailleurs à la fois la haute main sur toutes les questions d'économie, mais aussi toutes les questions de main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens gèrent aussi les camps de concentration. Pourquoi? Tout simplement parce que les chantiers qui sont prévus, et qui sont ces chantiers de germanisation, de construction, les nazis n'ont pas du tout l'intention d'obliger qui que ce soit d'Allemands de travailler dessus, mais ils comptent très bien sur la main-d'œuvre concentrationnaire pour constituer une armée de travailleurs taillables et corvéables à merci. Est-ce que vous voyez comment il y a quelque chose qui est en train de se construire et qui constitue un espèce de piège dans lequel toutes les populations européennes, en Europe de l'Est au moins, sont en train d'être précipitées. D'une part, ces populations vont être l'objet d'une grande évaluation raciale.
dans lequel se joue le destin personnel des gens. C'est-à-dire que si tu es bien placé, tu resteras là où tu es et ça va bien se passer. Si tu es mal placé, tu risques de te retrouver avec un fusil au creux des reins et devoir prendre la route de l'errance, voire pire. Et de même, si le pire t'est arrivé et que tu finis dans un camp de concentration, ce qui arrive, on va le voir, je ne sais pas si on va le voir, mais ce qui arrive à pas mal de gens des élites polonaises, eh ben, tu vas te retrouver sur un chantier de construction et ton espérance de vie sera de 3 mois. Vous voyez ? L'ensemble, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette utopie et l'utopie nazie et sa réalisation, c'est que ce rêve nazi, parce que le rêve il était là pour les militants, ce rêve nazi va être un cauchemar européen, et ce cauchemar, il connaît une évolution qui est extrêmement importante, parce que ce que je vous ai dit ici, toutes ces institutions naissent en 6 semaines en 1939. Mais ce que je viens de vous raconter sur le Wirtschaftsverwaltungsamt et les 3 mois d'espérance de vie des gens qui ont le malheur de travailler sur ces chantiers, ça ne date que de 1942. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'image que je viens de vous donner, qui était un peu statique, il faut qu'on regarde maintenant, enfin il va falloir qu'on regarde bientôt, comment elle se met en place et comment elle évolue dans le temps. Alors il nous reste quand même, avant de faire ça, à regarder un dernier type d'impératif catégorique mis en place par les nazis. Et ce type, c'est trois mots, hein, contrôler, j'avais déjà marqué, mais c'est purifier et tuer. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le jour de l'invasion de l'URSS, n'importe quoi, de la Pologne, pardon, le jour de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, Hitler a émis un ordre qui autorisait l'euthanasie pour les malades mentaux et physiques incurables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les hôpitaux psychiatriques et dans les hôpitaux tout court, les gens qui étaient atteints d'affections incurables pouvaient faire l'objet d'une mise à mort par injection décidée par le corps médical. Cette décision s'applique d'abord aux très jeunes enfants, aux nouveau-nés, aux nourrissons, avant d'être étendue jusqu'à l'âge adulte. C'est tout d'abord quelque chose qui va être appliqué à des individus, puis, plus tard, à partir de décembre 1939, les gens vont être tués en groupe, notamment dans des chambres à gaz à monoxyde de carbone. Pourquoi j'en parle tout de suite? Ben, tout simplement parce qu'il y a une concomitance entre la mise en place de cette mesure et la guerre. Pourquoi? Ben parce que pour les nazis, la guerre, c'est le plan d'épreuve de la race nordique. C'est la guerre, à la guerre meurt ce qu'il y a de meilleur dans le patrimoine racial, génétique et racial de la race nordique, parce que ce sont des hommes jeunes, courageux, qui sacrifient leur vie. Et donc, la guerre met en danger la race. Pour compenser ce danger, les nazis dotent les médecins et les eugénistes d'une nouvelle arme, la mort, qui est censée accélérer, si vous voulez, le processus d'eugénification et de purification de la société. Et c'est comme ça qu'à partir de septembre-octobre 1939, il y a une nouvelle institution qui se met en place et qui s'appelle la T4, hein, c'est ici, là, vous voyez. Et cette T4, cette Tiergartenstraße 4, ça veut dire T4, c'est Tiergartenstraße, c'est une des rues qui est à côté qui est dans le centre de Berlin et dans laquelle se trouvait cette administration. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a véritablement changé à l'automne 1939 et qui est de l'ordre de l'accélération du temps et de l'accélération de l'arrivée du futur pour les nazis. C'est parce que la conquête de l'Allemagne a fait que les nazis ont cru qu'ils allaient pouvoir réaliser leur utopie et qu'ils ont mis en place à la fois toutes ces administrations et tous ces outils permettant d'une part, à leurs yeux, de régénérer la race nordique, en second lieu, de germaniser les territoires et en troisième lieu, de les équiper, qui a permis la mise en place de ces politiques de germanisation, d'une grande brutalité. Alors, on va essayer de voir maintenant comment ça a évolué tout ça. Au début, vous l'avez vu, les changements sont d'une extrême brutalité. Toutes ces agences dont j'étais en train de vous parler, cette dizaine d'agences qui vont s'occuper du destin des populations est-européennes, sont nées en 6 à 8 semaines. Dans le même temps, les politiques qui se mettent en place commencent à se mettre en place quelques jours, voire au mieux quelques semaines,
après la création de ces agences. Vous avez donc, si vous voulez, au plan interne, quelque chose qui est d'une grande brutalité, d'une grande agitation. Des gens qui reçoivent des ordres de mutation pour aller sur tel lieu, qui font partie d'une organisation dont ils n'avaient jamais entendu parler, dont ils ne savent pas exactement ce qu'elle doit faire, avec un chef qui vient d'être nommé et à qui on a donné des ordres qui sont extrêmement vagues et qui doit faire fonctionner. Le chef de l'UV7 et de l'EV7, vous savez, ces deux agences locales qui, l'une doit dégager des gens, l'autre doit les accueillir, sont des gens qui sont très jeunes et qui n'ont jamais fait ce boulot-là. Et le chef de l'EV7, par exemple, le 6 octobre 1939, cet homme qui était jusqu'ici chef de la police à Stuttgart, est envoyé dans une ville qui s'appelle Gdynia, en polonais, ou Gotthafen en allemand, qui est un port de la Baltique, et on lui dit, dans 2 jours, tu as 4 paquebots d'Allemands ethniques venus de la Baltique qui arrivent, tu dois les loger, les réinstaller. Et le mec il dit, mais je les réinstalle où et comment? Il n'y a pas d'expulsions qui ont eu lieu, et là, sa hiérarchie ne répond plus. C'est à lui de mettre en place, si vous voulez, ces trucs ces choses hyper complexes que sont la construction de camps de transit, la mise en place de filières d'approvisionnement pour ces camps, et dans le même temps pour mettre la pression sur son collègue de l'UV7 pour qu'il commence à expulser. Le collègue de l'UV7 disant, mais j'expulse qui moi? Qui est-ce qui me dit qui je dois expulser, qui je ne dois pas expulser, etc., etc. Donc vous voyez, il y a une espèce d'activisme brouillon extrêmement important et un désarroi très profond qui se met en place et qui explique que quelques semaines après la fin de la création de ces institutions, à peu près le 1er novembre 1939, sont mis en place des planifications que vous voyez ici, Fern- und Nahpläne, ça veut dire quoi? Plan, pläne, plan. Vous savez ce que ça veut dire, pléneux c'est le pluriel, donc c'est des plans, et Fern ça veut dire plan à long terme et plan à court terme. Et donc ces gens se disent, bon, on va commencer par planifier tout ça, et on va mettre en place un objectif à long terme, expulser tant de personnes, etc., avec des plans à court terme. Et puis on s'aperçoit très très vite, d'une part, que la planification est très difficile à mettre en place, et qu'en second lieu, il y a une dynamique qui n'est pas la même selon que les gens travaillent à Berlin ou travaillent sur place. Les gens sur place mettent en place des plans qui sont des plans qui leur paraissent réalistes, tandis que les Berlinois, les gens qui travaillent dans les institutions centrales de la SS, elles, ces personnes-là, mettent en place des objectifs qui sont plus brutaux, plus radicaux, plus idéologiques. Et donc, l'interaction entre les deux est très compliquée. Parce que vous avez d'un côté Himmler, Hitler, Heydrich et Eichmann, c'est-à-dire les gens qui sont les Berlinois, qui disent il faut expulser tant de milliers de personnes, tant de centaines de milliers de personnes. Et au plan local, les responsables de c'est-à-dire ceux qui commandent les gens qui doivent expulser ou qui doivent installer, qui disent mais on ne peut pas y arriver, ça ne va pas marcher, etc., etc. Et donc, et ben voilà, c'est sur ces dynamiques-là que vont se mettre en place les différents déplacements de population. Alors, on va regarder ça concrètement sur une carte, sur plusieurs cartes d'ailleurs. Est-ce que vous voyez quelque chose? Un peu quand même? Dites-moi un peu quand même, que je ne me mette pas à pleurer dessus. L'invasion de la Pologne est une invasion qui a été conjointe par l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, vous savez ça. À l'est de cette ligne, les États baltes et la Pologne ont été envahis par l'Union soviétique et on ne va pas s'en occuper. À l'ouest de cette ligne, ce sont les Allemands qui sont occupés du truc. Et les Allemands discriminent tout de suite des types de territoires dans la Pologne qu'ils occupent. D'un côté, vous avez ces territoires qui sont assurés verticalement, qui sont ici, le territoire de Suwałki, le district de Tischenau et ce qu'on appelle ici le Warthegau, qui sont des territoires dans lesquels il y a des communautés Volksdeutsche, des communautés allemandes significatives. Ces territoires, aux yeux des experts nazis, doivent être germanisés immédiatement. C'est donc dans ces territoires que les trains de la germanisation vont se mettre en place et que les populations vont être passées au filtre de l'expertise raciale. C'est là qu'il y a nos médecins du Roucha, nos policiers de la Gestapo, etc., qui mettent en place les commissions, qui évaluent les populations. Et c'est de ces territoires qu'on va expulser les indésirables, qu'ils soient polonais ou qu'ils soient juifs. Tous ces gens, polonais et juifs, vont être dirigés vers cette deuxième type de région discriminée par les nazis, qui est le gouvernement général, dans lequel il n'y a pas, à leurs yeux, de communauté Volksdeutsche significative,
Et donc, qui est pour eux, si vous voulez, une sorte de dépotoir racial dans lequel les indésirables des régions à germaniser doivent être envoyés. Cette région qu'on appelle le gouvernement général, est-ce que vous voyez il y a un clin d'œil qui est fait par les nazis à la France ici. Vous voyez pas quoi? La France à l'époque, elle a une grande colonie qu'elle essaye d'assimiler, c'est l'Algérie. L'administration coloniale française en Algérie s'appelle le gouvernement général. Comme ça. Donc, si vous voulez, les nazis disent que c'est un peu leur Algérie à eux et qu'ils peuvent y faire exactement ce que fait la France, c'est-à-dire un peu n'importe quoi. Et donc, ou plutôt, pas tout à fait n'importe quoi, mais ce qu'ils veulent y faire. Et donc, ici, si vous voulez, vous avez une administration allemande qui se met en place et qui décide que cette région de Pologne, qui est considérée par les SS berlinois comme une sorte de dépotoir racial, doit devenir un modèle d'administration coloniale et donc doit faire l'objet d'un développement important. Cette région, elle a des villes principales. Il y a ici Cracovie, ici il y a Lublin, ici il y a Radom et ici il y a Varsovie. Cette région donc, elle fait l'objet de politiques qui sont extrêmement brutales de la part du gouverneur général. D'abord, elle a subi l'invasion de l'invasion polonaise et cette invasion a été extraordinairement brutale. Et elle a eu pour conséquence la destruction d'à peu près 30% du bâti. C'est pas Alep à l'heure actuelle, mais c'était quand même bien amoché. En second lieu, les politiques nazies qui sont mises en place, les politiques économiques nazies qui sont mises en place dans cette région sont des politiques qui sont très prédatrices. C'est-à-dire que les nazis mettent en place des prélèvements industriels et agricoles qui sont d'une immense rigueur. Hein, c'est des dizaines de points de PIB qui sont ravis, volés à cette région et qui rendent la situation économique extrêmement tendue dans le gouvernement général. En troisième lieu, le gouverneur général qui est ici, Hans Frank, et qui est un juriste nazi convaincu, met en place sans aucune progressivité toutes les mesures antisémites qui ont été mises en place en Allemagne entre 1933 et 1939. En 6 années, en Allemagne en 1933 et 1939, les nazis ont lentement mis un nœud coulant autour du cou de la communauté juive et ils servent de plus en plus fort, etc., pour obliger, contraindre les juifs à émigrer. Ici, tout ce qui a été fait en 6 années est appliqué en 2 jours. Et donc, pour les communautés juives qui sont ici, on passe de pas de nœud à une complète strangulation. Les gens sont à la fois obligés de déménager et d'emménager dans des ghettos, c'est-à-dire des quartiers de ville qui sont extrêmement exigus, avec des densités de population qui sont monstrueuses. Hein. Dans un appartement de 60 mètres carrés, on trouve très souvent 20 à 30 personnes qui sont obligées de vivre. Hein, c'est ça la mise en place d'un ghetto. En plus, évidemment, ils n'ont jamais eu le droit de travailler la terre, jamais eu le droit d'être agriculteurs, ni en Pologne, ni évidemment, ça n'a jamais été le cas, ça n'est plus le cas à partir de 1933 en Allemagne, mais toute une série, une bonne centaine de métiers leur sont interdits, et donc, si vous voulez, on a une situation qui délabore, une situation non maîtrisable. Pourquoi? Parce que quand tu concentres des populations dans des quartiers très exigus, que tu les prives de moyens de subsistance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Ouais, c'est pas très difficile à imaginer. Hein? Vous dites? Vous avez rien dit? Ok, désolé. Bah, les gens commencent à avoir des problèmes de santé. Hein? Il y a des problèmes sanitaires majeurs, on ne sait plus l'évacuation des eaux usées, je vous parle que des eaux usées, problème de subsistance, on n'arrive plus à trouver, on n'a plus l'argent et on n'arrive plus à trouver de produits agricoles, etc., etc. Et donc très vite, dès l'hiver 1939, des problèmes sanitaires de plus en plus insolubles se mettent en place, que les nazis analysent au travers de l'antisémitisme qui est leur grille de lecture, c'est-à-dire que les juifs sont incapables de subvenir à leurs besoins parce que c'est des parasites feignants, etc., etc. Et donc, ils ne font rien ils ont créé la situation de catastrophe sanitaire qui est en train de se mettre en place, ils l'ont créée toute pièce et ils ne font rien pour la gérer. Et donc très vite, à partir de 1940, les gens commencent à mourir de faim et de maladies dans les ghettos. Alors même que les nazis ne pensent pas encore et n'ont pas encore pensé l'extermination. Si vous prenez, et ça le fait est avéré, si vous aviez pris Himmler ici, hein, dans cette période qui va d'octobre 39 à l'été 1940, vous lui aviez dit, vous savez, hein, d'ici 2 ans, vous allez mettre en place des politiques d'extermination systématique et exhaustive des juifs.
Himmler se serait fâché tout rouge en disant « Mais vous nous prenez pour des bolcheviks, nous jamais on fera ça. Hein, » L'extermination, c'est vraiment une des preuves de la bestialité juive et bolchevique, et jamais les nazis n'extermineront les juifs. Littéralement, ce dialogue a eu lieu. Hein, Himmler l'a dit. Mais, évidemment, vous voyez bien en quoi il y a un problème qui est en train de se mettre en place entre, d'un côté, des dirigeants nazis qui veulent expulser des Polonais et des Juifs de ces régions-là pour les germaniser, et ici, des nazis qui sont déjà en proie et qui affrontent, à leurs yeux, des crises économiques et sanitaires qui sont extrêmement importantes et qui ne veulent surtout pas qu'on leur envoie des populations supplémentaires. Donc, on a ici, si vous voulez, un cas de débat, et même plus que de débat, d'affrontement entre des administrations nazies qui essayent d'expulser et d'autres administrations nazies qui essayent de résister à ces expulsions et qui se plaignent à Göring et à Hitler de tout ça. Alors évidemment, les nazis se retrouvent dans une situation qui est bloquée, c'est-à-dire qu'ils veulent expulser des juifs et des polonais, essentiellement des juifs quand même, ils veulent expulser des juifs, mais ils ne savent plus où le faire. La solution à leurs yeux, à l'été 1940, vous voyez qu'on a commencé à avancer dans le temps, à l'été 1940, la solution change. Pourquoi? Parce que la France a été envahie, qu'elle a perdu, et que donc son empire colonial est à disposition des Allemands. Et donc les nazis décident que voilà, ils vont envoyer tous les juifs d'Europe, hein, qui sont en leur pouvoir, qui vont les envoyer sur l'île de Madagascar. Bon, voilà, pourquoi Madagascar? Tout simplement parce que c'était un projet qui avait déjà été évoqué par le gouvernement polonais dans les années 37-38. Évidemment, les Français n'avaient pas voulu. Mais là, maintenant, il n'est plus question que les Français disent non. Ils ont été vaincus, c'est les Allemands qui décident. Et dans le contexte de l'été 1940, c'est-à-dire de la défaite française et du début de la bataille d'Angleterre, les Allemands pensent que les Britanniques vont eux aussi abandonner la guerre, hein, capituler. Et dans ce cas-là, les Allemands auront la maîtrise des mers et pourront affréter des flottes de bateaux dans lesquels ils pourront mettre les Juifs pour les envoyer à Madagascar. Seulement, il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu aux conséquences de ce qu'on est en train de dire là. Madagascar, c'est une île sur laquelle il y a à peu près 4 à 5 millions de personnes, dont 4 millions de Mérinas, hein, une population qui vit sur les hauts plateaux et qui a d'énormes difficultés à subsister dans cette île. Madagascar, c'est bien simple, sur tout le XXe siècle, toute la Terre, même le Groenland, toute la Terre a connu une croissance. Toute la Terre s'est enrichie, hein, tous les territoires, tous les espaces de la Terre se sont enrichis pendant le XXe siècle. Il y en a un seul qui ne s'est pas enrichi, qui s'est appauvri entre 1900 et 2000, c'est Madagascar. C'est le seul territoire sur lequel vous avez encore la lèpre, la peste, etc. Et une agriculture qui ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, les populations qui sont déjà sur place n'arrivent déjà pas à subvenir à leurs besoins et ont des famines endémiques, hein, encore à l'heure actuelle. Et c'est, pour vous dire que dans les années 40, c'était exactement pareil, voire peut-être pire. Quel aurait été le destin des 4 millions de juifs qui, désormais, étaient sous la coupe des nazis si on les avait forcés à aller s'installer à Madagascar? Les juifs qui, je vous le rappelle, en plus constituent des populations urbaines qui n'ont aucune idée de la façon dont on fait pousser le moindre grain de blé. Ces gens auraient subi des crises sanitaires et démographiques extrêmement importantes qui auraient amené à une réduction drastique de leur population. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que jusqu'ici, de 1933 à 1940 à peu près, le paradigme nazi de traitement de la solution de la question juive, c'était un paradigme qui était basé sur l'émigration de plus en plus contrainte, qui était devenue une déportation en 1938-39, et que là, c'est une déportation qui est une déportation abandon et qui va vers le laisser mourir, c'est-à-dire qu'on les pose dans un endroit et on les laisse mourir. Il y a quelque chose de l'imaginaire meurtrier qui vient de naître dans le paradigme de traitement des Juifs tel que l'imaginent les SS. Évidemment, à l'automne 1940, pardon, ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire ce plan Madagascar, il n'a plus de raison d'être parce que voilà, les nazis n'ont pas envahi l'Angleterre, les aviateurs de la RAF ont résisté, et donc les nazis n'ont pas la maîtrise des mers, et le plan Madagascar doit être abandonné. Mais alors, que faire de ces populations que l'on doit expulser si l'on veut continuer à bâtir le futur nazi? Eh ben, c'est l'invasion de l'URSS qui nous donne la réponse. Cette carte que vous voyez ici, alors elle est là aussi pas assez contrastée, mais elle vous montre comment le 15 juillet 1941, c'est-à-dire 3 semaines, 3 semaines après l'invasion de l'URSS le début de l'invasion de l'URSS par l'armée allemande,
les rêveurs nazis, les utopistes nazis, hein, Konrad Meyer, c'est lui, c'est un plan que lui a mis en place, imagine l'après-guerre et l'après-conquête. On retrouve ici les zones qui devaient être germanisées immédiatement sur la carte précédente, hein, vous les avez là, etc., etc. Mais ce gouvernement général qui était le dépotoir racial des Berlinois, et qui était, en allemand on dit am Arsch der Welt, au cul du monde, hein, qui était le confin nazi, le Far East si vous préférez, hein, qui était cette terre de confins qui ne devait pas être germanisée, et maintenant le cœur de l'empire nazi. En effet, ce qui change, c'est que les nazis, le 15 juillet 1941, avancent d'à peu près 35 à 40 km par jour vers l'Est, sont en train de conquérir un espace vital, un espace de conquête, un Lebensraum monstrueusement important, qui va aller très très vite, et vous le voyez ici, hein, si on continue et qu'on va vers Mont-Laser, de Saint-Pétersbourg jusqu'à ici, vous ne le voyez pas de toute façon, jusqu'à la mer Noire, hein, qui est un immense espace. Et les nazis imaginent que cet espace, ils vont le coloniser, un peu comme les Hollandais ont créé des territoires artificiels sur la mer. C'est le même imaginaire qui se met en place. Ils mettent en place ce qu'ils pourraient appeler, ce qu'ils appellent des polders ratios. Vous savez ce que c'est qu'un polder ou pas? Un polder, vous savez, c'est des digues que l'on construit quand on veut gagner de la terre sur la mer, qu'on veut faire reculer la mer. On commence par construire des digues, puis on draine, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau, puis on plante des plantes qui dessalent, et à la fin, on peut planter des tulipes comme en Hollande. En gros, 15 à 20% je crois du territoire hollandais est fait de ces polders qui ont été gagnés depuis le XVIe siècle, depuis le XIIIe siècle, pardon, sur ces trucs. Et bien, les nazis utilisent le même imaginaire, mais cette fois-ci, c'est pas pour gagner sur l'eau, mais c'est pour gagner sur ce qu'ils appellent la race slave. Et donc, ils mettent en place une grande digue raciale ici, hein, qui s'appuie sur un réseau urbain. Ici, vous avez Reval, Riga, Tallinn, et puis ensuite Leningrad, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Puis ici, c'est Bialystok. Ici, où est-ce qu'on est? Non, Bialystok est ici. Ici, c'est Kaunas. Puis Lublin, Lemberg, Kiev. Et puis on descend en bas jusqu'à Odessa. Et donc vous avez, si vous voulez, une espèce de grande zone qui est censée être germanisée avec des villes qui sont censées être ramenées à la germanité, dans lesquelles on est censé installer des colons. Alors, ici, c'est une affaire qui devient compliquée. Vous voyez bien que l'espace a complètement explosé. On était à un truc, si vous voulez, qui ressemblait à, en gros, ces 4 régions françaises qui jusqu'ici étaient concernées par la germanisation, mais avec cette immense diagonale de germanisation qui se met en place ici, les perspectives explosent. Hein. C'est plus quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de gens qui doivent être expulsés. Dans ce plan-là, c'est 31 millions de personnes qui doivent être expulsées. Ce plan est par ailleurs un plan qui est très meurtrier. Pourquoi? Parce que tout simplement, la guerre qui est en train de se mener n'est plus une de ces guerres mnésiques dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas une guerre mémorielle. Ils ne sont pas en train de refaire la Première Guerre mondiale, les nazis ici. Ils sont en train de mener ce qu'ils appellent la Grande Guerre raciale, der große Rassenkrieg. Pourquoi? Parce que l'URSS, c'est censé être le lieu dans lequel les deux grands ennemis du nazisme sont fusionnés. L'ennemi politique, les bolcheviks, les communistes, et l'ennemi racial absolu, les juifs. L'URSS, c'est l'endroit où l'ennemi judéo-bolchevique a son berceau, et il s'agit ici d'une lutte à mort. Si on veut gagner définitivement la lutte éternelle que se mène la race nordique et la race juive, c'est ici qu'il faut la gagner, et pour la gagner, il faut mettre en place la guerre la plus meurtrière possible. Et donc, pour mettre en place ceci, eh bien, les Allemands, ou plutôt les instances économiques de l'armée, prennent une décision fondamentale qui est que pas une aile de poulet, pas une patate, pas un navet, pas une carotte ne sortira d'Allemagne pour nourrir l'armée d'invasion de l'URSS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5,2 millions de soldats vont devoir se nourrir sur les territoires qu'ils sont en train d'envahir. Et cela a pour conséquence, comme le disent les économistes de la Wehrmacht, que des dizaines de millions d'individus doivent mourir de faim. C'est marqué dans la marge d'un petit document, comme ça, dans lequel sont dit sous ces trucs-là, c'est marqué 6 Millionen Menschen sollen verhungern, c'est-à-dire des dizaines de millions d'individus doivent mourir de faim. Mais ça veut dire quoi, des dizaines de millions d'individus doivent mourir de faim? Ça veut dire qu'on a passé un nouveau cliché, on était dans le laisser mourir, on vient de passer au faire mourir. Mais faire mourir qui? Essentiellement les populations urbaines. Ça sera quand même plus simple
si les populations de ces villes qu'on veut germaniser, les appartements sont déjà vides et qu'on n'a pas les gens à expulser, hein, qui sont déjà morts. Seulement dans ces populations urbaines, il y a qui? Il y a toujours les mêmes. Le truc, c'est que depuis le XVIIIe siècle, les empereurs, les tsars de Russie, ont édicté un certain nombre de lois parfaitement antisémites qui interdisent aux juifs de résider dans tout l'empire. Ils n'ont qu'une seule zone qu'on appelle la zone de résidence, c'est la partie occidentale de l'empire russe. Et comme il y a une deuxième loi qui leur interdit le métier et l'état de paysan, et ce sont des populations urbaines. Donc, quand les nazis disent qu'ils vont exterminer les populations urbaines de ce grand arc occidental de l'Union soviétique, en première ligne, la première cible, mécaniquement, c'est même pas dit, mécaniquement, la première cible, c'est les communautés juives. Et effectivement, si vous voulez, quand on regarde la façon dont se passe cette fois-ci la mise en place des Einsatzgruppen dans cette région-là, on s'aperçoit qu'à partir du 16 août 1941, c'est-à-dire 4 semaines après, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines après le début de l'invasion, les Einsatzgruppen du RSS commencent à tuer des femmes et des enfants. Donc là, on est passé à du faire mourir au tuer. D'accord? Mais vous voyez bien que tout ça se met en place aussi parce que les nazis pensent en même temps plusieurs questions. Une question qui est celle du futur et de l'utopie, et une question de la guerre et de la guerre raciale. Hein? Et que tout ça est donc mélangé et tout ça. Tu veux que j'arrête? C'est pour eux, s'ils ont des questions pour toi. D'accord. Parce que là, tu es arrivé au moment où on est passé au faire mourir. Oui, on est passé du faire mourir au tuer, mais dans une seule région. Il faut faire super attention à tout ça. C'est ça qui est très compliqué. C'est que là, les nazis, je vais vous l'expliquer avec une autre carte. Les nazis, ils viennent de décider qu'ils allaient tuer hommes, femmes et enfants en URSS. Mais pourquoi ils décident ça? Il y a une raison pour ça. C'est qu'à ce moment-là, l'image qu'ils ont de la solution finale de la question juive, parce qu'on appelle ça comme ça maintenant, c'est qu'ils vont déporter toutes les populations d'Europe vers un grand proconsulat frontalier ici et qui sera confié au RSHA. Vous vous rappelez du RSHA, c'est là, hein, c'est la Gestapo et le SD. Ils ont décidé que donc les 11,3 millions d'individus qui sont de confession et de race juive à leurs yeux en Europe vont être déportés dans cette région où même les pingouins ont froid, soyons clairs. Quoi. Ça veut dire quoi qu'on déporte 11 millions d'individus dans cette partie-là de truc qui s'appelle l'océan glacial arctique. Quand même, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont mourir de froid là. Et pourquoi ils le font là-bas? Tout simplement parce que les nazis pensent que les soviétiques ont déjà équipé la région, qu'il y a des miradors partout, que c'est l'endroit où où sont déjà installés les goulags de l'Union soviétique, et que donc les installations concentrationnaires dont les nazis ont besoin sont déjà installées ici, ça fera moins d'efforts. Seulement pour en arriver là, et pour faire que toute la population est ici, il faut qu'ils fassent une pause dans cette région-là, en URSS, et donc les nazis ont décidé, entre août 1941 et septembre-octobre 1941, qu'ils allaient exterminer toutes les populations juives ici pour libérer les locaux et pouvoir enfermer ici les juifs d'Europe. Ça ferait comme une pause, si vous voulez, avant le grand voyage en Nord. En gros, c'est ça qui se passe. Donc, vous voyez, le cliquet, il a été très très lent. Hein, et on voit bien qu'on est encore dans un imaginaire d'extermination indirecte hein, ici. Quand vous voulez mettre toutes ces populations-là ici, vous ne voulez pas qu'elles survivent, vous voulez qu'elles meurent. Vous ne voulez pas les tuer, mais vous voulez qu'elles meurent. Là, par contre, ici, là, en octobre-novembre 1941, là, les nazis sont en train, littéralement, d'essayer de tuer toutes les communautés juives d'Union soviétique. Hein. Et elles le font pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles pensent que ces communautés sont un danger pour la sécurité de l'arrière des troupes, hein, judéo-bolcheviques, je vous rappelle, hein, ils sont dans cette espèce d'imaginaire paranoïde. Et en second lieu, pour des raisons logistiques et pour libérer de la place. Donc vous voyez ici comment, en parlant de l'utopie, on a été obligé de s'occuper du génocide. Mais le plan que vous aviez tout à l'heure était déjà un plan qui était gigantesque, mais cette carte-là vous montre que le plan de l'été 1942, parce que là on est à l'été 1942, est beaucoup plus important encore. La ligne monstrueuse qu'on voyait la dernière fois, elle est ici. Mais si la carte était de bonne qualité, elle vous montrerait que les nazis avaient l'intention de s'implanter aussi sur les grands fleuves de Russie centrale et dans le Caucase, et que, à l'échelle de 1 siècle, les nazis pensaient que la germanité allait croître, que la démographie allait reprendre, et que c'était 600 millions de Nordiques qui allaient occuper ces territoires. Seulement ces 600 millions de Nordiques, ils devaient en même temps repousser des dizaines de millions de Slaves, hein,
Et donc les derniers plans de germanisation qui se mettent en place dans cet été 1942 et l'hiver 1942 sont des plans qui, je vais faire une petite pause tout de suite pour voir si vous avez des questions, mais impliquent bien autre chose, si vous voulez, que la mort de quelques dizaines de milliers de personnes. Vous avez des questions? Après, on va finir. Ouais. Tout ça, vous l'avez eu dans la même archive Non. Alors, tu te rappelles, au départ, il y a cette espèce de catalogue d'exposition. Ouais. Et puis après, non, après, il a fallu que j'aille fouiner un peu partout pour trouver, d'une part, les plans généraux pour l'Est. Ensuite, tu te rappelles le plan à court terme, le plan à long terme, il a fallu les chercher ailleurs. Les différents comptes rendus de réunion, tu vois, dans lesquels on voit les gens en train de mettre en place les trucs, c'était dans un autre endroit, etc., etc. Il a fallu faire toute une enquête. Oui. Cela dit, il ne faut pas déconner non plus. Tu vois, il y avait aussi plein de gens qui avaient travaillé sur tel point, tel point et tel point. J'ai pu m'appuyer sur des travaux d'historiens aussi, bien sûr, qui avaient mâché le travail. Mais là, les documents qui sont les documents dont je me suis servi pour tout ça, ils viennent de Berlin, ils viennent de Freiburg, ils viennent de Lublin, ils viennent de Moscou. Ils viennent de Lemberg, j'ai été aux États-Unis, etc. Tous ces documents, ils sont dispersés un peu partout et c'est parfois compliqué de les trouver. Voilà. On continue? Parce qu'on n'est pas tout à fait au bout encore. Hein. Ce que j'étais en train de vous expliquer, donc... Ben oui, parce que là... Là, c'est déjà l'enfer, on est bien d'accord, hein. On est à l'été 1942, depuis le 20 janvier 1942, le destin des Juifs d'Europe est scellé. Hein. 20 janvier 1942, c'est la conférence de Wannsee. À Wannsee, en gros, l'ordre d'extermination que Hitler a pris en décembre 1941 a été diffusé dans l'appareil étatique, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez de grands programmes génocidaires qui sont mis en place. Un premier programme d'extermination des Juifs du gouvernement général, avec les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka. Vous connaissez ce truc. Hein. En second lieu, un deuxième programme pour les Juifs du ghetto de Łódź. Le ghetto de Łódź, allez, on va prendre une carte auparavant. Les Juifs du ghetto de Łódź, alors, Poznan c'est là, Łódź c'est ici. C'est Litzmannstadt aussi. Hein, toutes ces villes ont un nom en allemand et en polonais ou en ukrainien. Donc deuxième programme d'extermination directe, Łódź, Litzmannstadt, c'est les camions à gaz du château de Brno. Vous avez entendu parler de ça aussi, je pense, j'imagine. Hein, Litzmannstadt, c'est le plus gros ghetto d'Europe. Et les nazis ont décidé qu'ils allaient l'éliminer petit à petit. Donc c'est à la fois le plus ancien et celui qui va durer le plus longtemps. Et les Juifs qui sont destinés à la mort destinés au meurtre par les Allemands meurent dans des camions avec des moteurs qui sont modifiés. En troisième lieu, vous avez un seul programme d'extermination à l'échelle européenne par le gaz. Et ce programme, c'est Auschwitz. Auschwitz, ça a commencé à exister en septembre 1941. À ce moment-là, Eichmann et le commandant du camp ont décidé de mettre en place des essais de gazage homicide pour tuer des gens, avec un gaz qui s'appelle le cyclone B, qui est un cyanide. Donc ça veut dire, c'est quoi le cyanide? Eh ben, c'est un gaz qui bloque les échanges gazeux du sang. Vous continuez à respirer, mais le cyanure prend la place de l'oxygène dans l'hémoglobine, et donc votre cerveau est en anoxie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène qui lui parvient, et bim, on tombe asphyxié et en anoxie en quelques secondes. Hein. C'est un poison extrêmement violent, et qui tue très rapidement. Et donc, à partir du printemps 1942, Auschwitz commence à recevoir des trains de toute l'Europe, France, Hollande, plus tard Grèce, Italie, etc. Et c'est à cet endroit-là que se met en place le programme, enfin le meurtre par gazage d'une grande partie de l'Europe occidentale.